En 2050, l'énergie noire déstabilise le Soleil, menaçant toute vie sur Terre d'une nouvelle ère glaciaire. Les scientifiques concluent qu'une charge utile expérimentale d'une bombe stellaire, d'une masse équivalente à celle de l'île de Manhattan, éliminera l'infection et réstabilisera le Soleil. L'Icarus I, un prototype de vaisseau spatial doté d'un bouclier thermique avancé et d'une intelligence artificielle, IA, sophistiquée, est chargé du voyage ardu du transport de la charge utile. Malheureusement, la mission échoue. 7 ans plus tard, une seconde tentative est faite avec l'Icarus II. L'équipage est composé du Dr Robert Capa, le physicien supervisant les calculs finaux pour le déploiement et la détonation de la charge utile stellaire. Capitaine Kaneda, le chef de mission concentré et déterminé, Mas, l'ingénieur qui donne une perspective militaire à la mission, Searle, le conseiller et médecin du navire, Cassie, la pilote qui sert de lien émotionnel à l'équipage, Trey, le navigateur féru de technologie, Harvey, le premier officier et spécialiste de la communication, et Corazon, la botaniste qui entretient le jardin à oxygène qui fournit à la fois de la nourriture et du carbone à l'atmosphère recyclée pendant le voyage. Après 16 mois de voyage, alors que le navire s'approche du Soleil, le bruit solaire connu sous le nom de « zone morte » commence à interférer avec les communications radio avec la Terre. Le navire ayant atteint la « zone morte » 7 jours plus tôt que prévu, l'équipage n'a désormais plus que 24 heures pour rassembler toutes ses pensées individuelles et les envoyer chacune à ses proches dans un dernier paquet de messages. Capa a du mal à trouver ses mots et fait plusieurs tentatives différentes pour transmettre son message, manquant involontairement le temps, sur Mas. Une bagarre éclate entre Capa et Mas, qui persiste sous forme d'animosité ouverte entre les deux, malgré les excuses de Mas. Searle demande à Mas de passer quelques heures dans la salle « Terre », qui simule des expériences sensuelles sur Terre. Ensuite, Mas s'excuse auprès de Capa et ils deviennent civils l'un envers l'autre. Lorsque l'équipage se réunit pour discuter de ses derniers progrès, Corazon note que même si le navire n'est qu'aux 2/3 environ de sa destination, le Soleil, le jardin produit de l'oxygène à un rythme meilleur que prévu, le navire en a déjà assez. L'oxygène stocké pour l'acheminement et un quart du trajet retour, Searle est devenu fasciné par l'observation du Soleil qui approche depuis le hublot du navire et est curieux de savoir ce que ce serait de faire l'expérience d'une vue non filtrée. L'IA avertit qu'il ne peut tolérer que 3,1% de la lumière réelle, et Searle demande à Icarus de régler le système pour 30 secondes de visualisation à ce rythme. Le résultat a une sorte d'effet sur Searle, qui commence à passer de nombreuses heures dans la salle d'observation, répétant ses expositions au soleil si souvent que sa peau finit par se décoller et que des plaies recouvrent son visage. Le capitaine Kaneda a étudié les enregistrements vidéo du capitaine Pinbacker. Le commandant d'Icarus I, dans le but de découvrir pourquoi la mission initiale a échoué et ainsi empêcher son équipage de commettre les mêmes erreurs. Il diffuse une vidéo dans laquelle Pinbacker décrit une petite tempête de météores qui a causé des dégâts superficiels et est intrigué par la réaction distante de Pinbacker face à l'événement, alors que le navire s'approche de Mercure. Harvey capte un signal de la balise de détresse d'Icarus I, n'entendant que le faible signal car il a été amplifié par le fer présent dans la masse de Mercure. Soulignant que certains des passagers d'Icarus I pourraient être encore en vie, le capitaine Kaneda explique ce point à l'équipage et entame une discussion pour savoir si la mission en cours devrait être modifiée afin de vérifier la balise de détresse d'Icarus I. Mas n'est pas satisfait du choix de se détourner de sa trajectoire de vol car sa mission de livrer la bombe est la plus haute priorité. Le Dr Searle dit qu'il est d'accord avec l'évaluation de Mas, mais ajoute qu'en me détournant vers l'Icarus, je pourrais éventuellement ajouter une deuxième charge utile. Il affirme que puisque les bombes Icarus n'ont jamais existé auparavant et n'ont donc jamais explosé non plus, leur existence est entièrement théorique et qu'en avoir deux pourrait être avantageux si quelque chose tournait mal avec la première. Il y a d'autres discussions animées, que le capitaine Kaneda met finalement fin en disant qu'il confie la décision à la personne la plus informée du navire en la matière, leur physicien nucléaire, Capa. Capa est troublé par le fait qu'on lui demande de prendre cette décision.
Il explique au capitaine qu'il n'a tout simplement pas assez d'informations pour prendre une décision éclairée et rationnelle, et que le mieux qu'il puisse faire est de tirer à pile ou face. Lorsque Kaneda demande « Et alors ?» Pile ou face, Kappa répond « Pile, 2 dernières meilleures chances valent mieux qu'une. » La décision de Kappa est finalisée par le capitaine, les 2 vaisseaux Icarus se retrouveront ensemble. Trey trace le parcours, le vérifie 3 fois et est satisfait d'avoir été précis. Trey modifie la trajectoire de l'Icarus 2 pour intercepter l'Icarus 1. Dans ses nombreux calculs, Trey en oublie un, la nécessité de réajuster le bouclier thermique qui protège le navire du rayonnement solaire. Cette erreur est découverte lorsqu'une urgence est déclarée par l'ordinateur après que de légers dommages au bouclier thermique résultent de l'erreur de Trey. La véritable étendue des dégâts ne peut être évaluée et réparée qu'en quittant le navire et en travaillant directement dans l'espace. Le capitaine Kaneda demande un volontaire pour l'accompagner et, après avoir refusé de permettre au commandant en second de le rejoindre, Kappa est proposé par Mas, la manière de Mas de déclarer que les événements actuels sont le résultat direct de la décision de Kappa de modifier l'original. Mission, et le volontariat se fait clairement dans la colère et non en décidant si Kappa était le meilleur homme pour le travail. Néanmoins, Kappa accepte le défi implicite et Kaneda accepte de le laisser l'accompagner dans la sortie dans l'espace, alors que le capitaine Kaneda et Kappa quittent le navire en combinaison EVA pour commencer les réparations. Cassie déplace la position de l'Icarus 2 afin de fournir aux 2 astronautes qui sortent dans l'espace autant d'ombre que possible. Elle le fait en sachant que cela entraînera la perte des 2 tours de communication nécessaires pour revenir sur Terre plus tard. Les pointes des tours de communication brûlent alors qu'elle continue de tourner autour des quartiers d'habitation, au soleil et à l'abri du soleil. Par conséquent, Cassie déclenche involontairement une autre chaîne d'événements, lorsque les restes encore en rotation et en feu de la tour de communication font dévier un rayon de soleil vers le centre du navire et sur le jardin à oxygène. Un incendie se déclare, auquel le navire fait face au début, mais il devient bientôt incontrôlable et menace non seulement le jardin, mais le navire lui-même. Corazon se précipite vers son jardin en feu rapide et demande à entrer, pensant pouvoir le sauver, mais Mas, évaluant rapidement la situation, se rend compte que la mission et le navire seront perdus à moins que des mesures drastiques ne soient prises. Il ordonne donc à l'ordinateur de libérer tout l'oxygène stocké dans les réservoirs, pour donner une telle impulsion au feu qu'il va littéralement s'éteindre, mais sachant aussi que cela détruirait complètement le jardin. Au cours de cet événement, l'IA commence à prendre le contrôle automatique de l'Icarus 2, afin de remettre le bouclier thermique pour couvrir les locaux d'habitation, car une exposition continue menace la mission, qui, grâce à Cassie, protège désormais les 2 astronautes d'être vaporisés par simple exposition directe au Soleil. Cassie se rend compte que cette manœuvre entraînera la mort des 2 marcheurs dans l'espace et elle tente d'annuler l'ordre, mais l'IA refuse d'être ignorée. Cassie et l'IA se battent pour le contrôle pendant quelques instants, Cassie utilisant finalement une commande prioritaire qui doit être autorisée par un 2e membre de l'équipage. Cassie se tourne vers Mas pour lui faire dire son code d'autorisation mais il refuse, il pense que la mission dépasse de loin la perte de Kaneda et Kappa. Cassie plaide auprès d'Harvey, qui délivre immédiatement son autorisation. En désaccord silencieux, Mas appelle directement le capitaine Kaneda et lui demande de le soutenir, annulant les ordres émis par Cassie et Harvey, une décision qui entraînera sa propre mort, celle du capitaine Kaneda, et celle de Kappa. Kaneda est d'accord avec Mas sur le fait que la mission est plus importante que sa vie et celle de Kappa et le capitaine dit à l'IA de reprendre l'ombrage correctif et de poursuivre la mission, ce qu'elle fait. Alors que la couverture des 2 astronautes diminue, Kaneda ordonne à Kappa de retourner au navire pendant qu'il répare lui-même les derniers dégâts du bouclier thermique. Kappa s'exécute et peu de temps après, Kaneda répare les dégâts restants, puis rencontre sa disparition en s'exposant au soleil, en raison de la perte de leur jardin d'oxygène. Les astronautes n'ont désormais d'autre choix que d'intercepter Icarus 1. Trey s'en veut toujours et est mis sous surveillance suicide, désormais aux côtés d'Icarus 1. Searle, Kappa, Mas et Harvey embarquent pour découvrir qu'il y a assez de nourriture pour durer,
un jardin d'oxygène florissant et une charge utile réalisable. Cependant, les serveurs informatiques du navire ont été gravement endommagés, ce qui ne permet pas au navire de bouger. Un enregistrement vidéo de Pinbacker, arborant désormais des signes de défiguration, suggère que l'équipage a choisi d'annuler la mission, estimant que la destruction imminente de l'humanité était la volonté de Dieu. De plus, tous les membres de l'équipage sont retrouvés brûlés vifs dans la salle d'observation, le filtre ayant été désactivé. On fait remarquer que si l'Icarus I n'était pas derrière le bouclier d'Icarus II, ceux qui verraient les membres d'équipage brûlés subiraient le même sort. Pendant que l'équipage enquête, le sas reliant l'Icarus I à l'Icarus II est mystérieusement détruit et les deux navires sont séparés. Il trouve une combinaison EVA qui permettrait à Kappa de retourner, car il est le seul capable de déployer la charge utile sur Icarus II. Harvey conteste que Kappa ait porté plainte en raison de son statut de capitaine après la mort de Kaneda. Searle reste pour ouvrir manuellement les puits tandis qu'Harvey et Mas utilisent l'isolation du navire pour se couvrir afin de pouvoir retenir Kappa alors qu'il est tiré vers l'Icarus II et réussir par eux-mêmes. Pendant le voyage lui-même, Kappa perd son emprise sur Harvey, qui dérive dans l'espace et est gelé. On peut voir son corps se briser lorsqu'il entre en collision avec le navire et brûler lorsque son cadavre quitte la protection du bouclier thermique. Mas souffre d'engelure mais vit et récupère rapidement, alors qu'Icarus II part. Searle entre dans la salle d'observation d'Icar I pour se préparer à sa mort, car lorsqu'Icarus II partira, il n'y aura aucune protection contre le soleil. Il brûle vif comme l'a fait l'équipage d'Icarus I. Corazon calcule la quantité d'oxygène dont il dispose et la quantité dont ils ont besoin pour accomplir la mission. Elle conclut qu'il y en a suffisamment pour que 4 d'entre eux sur 5 puissent vivre pour transporter la charge utile. Il est décidé que Mas tuera Trey, mais quand il va commettre l'acte, il découvre que Trey s'est déjà suicidé. Mas étale très vicieusement du sang sur la main de Kappa, le blâmant pour la mort de Trey, et à nouveau les deux se battent, une bataille qui se termine rapidement dans l'environnement à faible teneur en oxygène du navire. Dans la salle de charge utile, Lia dit à Kappa qu'il n'y a toujours pas assez d'oxygène pour qu'ils puissent tous vivre jusqu'à ce qu'il livre la charge utile. Il dit que Corazon a fait le calcul et qu'il devrait y avoir suffisamment d'oxygène pour les 4 membres d'équipage survivants. Lia lui indique qu'il y a 5 personnes à bord du navire, la 5e étant dans la salle d'observation. Kappa se précipite vers la salle d'observation et découvre que Pinbacker est toujours en vie. Il est terriblement brûlé partout sur son corps et est clairement psychotique. Il coupe une blessure à la poitrine de Kappa avec un scalpel volé et le poursuit à travers le navire. Kappa se rend dans la salle des combinaisons EVA et s'y enferme. Pinbacker tire le levier de sécurité, piégeant Kappa dans la pièce. Pinbacker retire ensuite les serveurs informatiques du navire de leur liquide de refroidissement, comme il l'a fait sur son propre navire. Dans le jardin d'oxygène incendié, Corazon trouve un seul plan qui pousse rapidement hors du sol nouvellement brûlé, lui donnant ainsi qu'à la mission l'espoir non seulement de survivre, mais même de revenir sur Terre. Alors qu'elle appelle Kappa et Cassie dans la pièce, Pinbacker la tue. Mas entre dans l'unité de refroidissement pour réparer l'ordinateur central de l'Icarus II en se plongeant dans le liquide de refroidissement. Il est pris dans la machinerie, sa jambe est blessée et saigne, et il finit par mourir de froid. Pinbacker poursuit également Cassie, qui se cache à l'avant du navire, dans la charge nucléaire, piégée dans la salle des combinaisons EVA. Kappa parle à Mas avant de mourir. Mas, angoissé par le liquide de refroidissement glacial, dit à Kappa qu'il devra découpler manuellement la charge nucléaire d'Icarus et la faire voler directement vers le Soleil. Kappa s'échappe de la pièce en enfilant une combinaison EVA, en perçant la porte intérieure avec une torche de soudage et en libérant la porte du sas extérieur. Une grande partie du contenu en vrac du navire et le corps de Corazon s'envolent hors du navire et Kappa y accède.
Il découple la charge utile et se dirige vers la trappe avant du navire. Alors que la charge utile et Icarus II s'écartent, Kappa utilise l'unité de propulsion de sa combinaison EVA pour voler vers la charge utile. Lorsqu'il l'atteint, les propulseurs de la charge utile se déclenchent, brûlant une partie d'Icarus II. Le reste du navire brûle et explose. Kappa entre dans la charge utile pour la piloter manuellement et l'allumer. Là, il trouve Cassie cachée et est confronté à Pinbacker. Les deux se débattent avec le psychotique Pinbacker et échappent à ses griffes. Kappa parvient à enflammer la charge utile et alors que la réaction nucléaire commence, il trouve la paix, accepter sa mort et regarder les flammes du soleil alors qu'il se rapproche de plus en plus. De retour sur Terre, la sœur de Robert Kappa et ses enfants, Archie et Sylvie McDonald, sont dehors dans un parc couvert de neige alors qu'elle regarde le dernier message que lui a envoyé Kappa. Un soleil plus brillant que d'habitude apparaît enfin à travers les nuages au-dessus du port gelé de Sydney, montrant qu'ils ont réussi leur mission. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci.